Cool. Bon matin à tous. Nous sommes lundi le 25 mai 2020. Il est 8 heures le matin pour notre entrevue chaque matin. Vous allez remarquer ce matin que beaucoup de bruit autour de mon côté et du côté à Daniel. C'est lundi matin. On est tombé un lundi matin avec du bruit. De mon côté, j'ai les tondeuses, le voisin, les gens qui tondent la pelouse. Et de ton côté, je pense qu'ils sont en train de refaire des condos aux alentours. Écoute, on est dans un édifice, un vieil édifice centenaire. Ici, c'est une ancienne usine, c'est la Stelco. Ceux qui connaissent Montréal, on est à côté du marché Atwater. Je suis face au canal de la Chine. Donc, moi, j'ai depuis cadran depuis bien des années. Tu sais, c'est le soleil qui me réveille le matin. Bel avantage. Et puis, il y a un gros travail qui se fait du côté intérieur de la cour intérieure. Ils doivent rejointer toute la propriété, refaire tous les linteaux, refaire toutes les allèges, changer toutes les fenêtres. Un projet de plus de 3 millions. Mais il faut qu'ils détruisent. Donc, c'est ce qu'on entend, là, les marteaux piqueurs qui détruisent les linteaux. Et il commence à quelle heure le matin? 7h15. Mais je suis levé, mais c'est juste plate parce qu'on a fait un test de DB avec la montre. Ouais. 79 la semaine passée. Hey, c'est beaucoup, ça. Fait que, dans ce temps-là, on va jouer au golf. Fait que, c'est sûr qu'on a fini, là. On va jouer au golf. Ah oui, la paix. Fait que tu vas avoir le bruit des oiseaux au lieu d'avoir le bruit des... Tu vas avoir le bruit des pics-bois au lieu d'avoir le bruit des marteaux-piqueurs. Anytime. Hey, on a des gens qui rentrent. Bonjour Fabrice, Mana, Nick qui est avec nous, Vasile. Karen, William, Jacques. Ouais, William. Et aujourd'hui, on va investir aux États-Unis avec Daniel. On a beaucoup d'expérience là-dedans. Ici, Justin Larochelle, dimofacile.ca. Demain matin, on va jaser avec un témoignage d'un flippeux. Jean-Sébastien Ouellet va être avec nous autres demain matin. Il vient de vendre un dernier flip. Il va vous expliquer un peu comment il procède. Mercredi, on parle des 10 étapes pour investir dans le marché dispensé. Autrement dit, investir ses REER dans le marché dispensé. Mardi soir, je fais un live avec des questions et réponses. D'habitude, je me ramasse avec tout le temps 200-300 personnes dans ce live-là. Fait que j'ai des gens qui m'ont envoyé des questions d'avance et je réponds aux questions live aussi. Ça dure entre 1 heure et 3 heures. Fait qu'on ne sait pas combien il y a de questions, mais la dernière fois, je pense qu'on a tenu cette heure et quelques. Samedi 30 mai, n'oubliez pas la location achat, formation sur la location achat. C'est une journée complète, en virtuel, bien sûr. Et samedi, le 6 juin, chalet locatif. Et le 9 juin, Airbnb. Fait que c'est ça qu'on s'enligne pour les prochains jours. Je vois que les gens, il y a plusieurs personnes de rentrée. Daniel. Moi, j'ai des vieilles connaissances. Des vieilles connaissances, ben oui. Monsieur Prospect. Daniel est coach chez Mots Facile, c'est qu'il connaît plusieurs personnes qui apparaissent là. Ah, on a Nadia ce matin, Nadia Roth, qui est au VIP. Bon matin, Nadia. On va aller, Daniel, avec un peu, pour les gens qui te connaissent un peu moins, oui, tu es coach Mots Facile, tu es courtier immobilier, mais tu viens de où? Tu as fait quoi exactement? Ben, écoute, moi, j'ai étudié en théâtre. OK? Fait que quand j'étais à Polybelle, je viens de Belleuil-Saint-Hilaire, pour ceux qui connaissent le secteur. Fait que j'ai étudié donc en théâtre, j'ai étudié à Saint-Hyacinthe en éclairage, en costume, en décor. T'sais. Donc, j'étais un gars habile de mes mains, tu sais. Fait que moi, j'ai fait des décors, toutes sortes de bébelles. Fait que quand à un moment donné, j'étais dans le théâtre, puis un des derniers, j'ai fondé une compagnie à Belleuil, ça s'appelle Les Productions de la Coulisse. Bon, j'ai été mis en nomination pour 2 Félix. Félix du meilleur diffuseur de spectacle au Québec, puis meilleure salle de spectacle au Québec. J'avais 394 sièges au Centre culturel de Belleuil. Et le dernier spectacle que j'ai produit en avril 88, c'était Céline Dion. T'sais. Oh, wow. Alors, est-ce que j'aurais dû rester dans le show business? Bonne question. Mais bon, j'avais une nouvelle blonde à l'époque qui ne voulait rien savoir de Saint-Hilaire. J'avais une vieille maison dans Saint-Hilaire. En fait, c'est comme ça que j'ai commencé en immobilier. C'est qu'on était chez mes parents, évidemment, puis chez mon père. Puis à un moment donné, j'étais dans le théâtre. Puis là, je me disais, bon, ça serait le fun de faire un investissement. Puis je veux sortir de la maison. Là, tu sais, moi, j'étais tanné.
Fait que, bon, j'avais 30 ans. Fait qu'il fallait que je sorte de là, à un moment donné. Oui, hein? Fait que ma soeur, elle me dit, hey, pourquoi on n'ajoute pas une affaire ensemble? T'sais? Fait que j'ai dit, OK. Fait que j'appelle une amie à moi, puis elle dit, hey, j'ai un triplex dans le vieux Saint-Hilaire, blablabla. On visite sur une vieille maison, une vieille victorienne. Puis bon, moi, j'aime les vieilles maisons. Fait que je dis, OK, je pourrais rénover, refaire les cuisines, les salles de bain. C'est cool. Ma soeur, on achète ça ensemble. J'étais dans le théâtre dans ce temps-là. T'sais. Puis on a besoin d'un locataire, puis un logement de vide, puis c'est mon frère qu'on a choisi comme locataire. T'sais. Fait qu'on a vidé la maison paternelle, les trois, pour s'en aller vivre ensemble dans un triplex. T'sais. Ah oui. Vous aviez plein étage chacun? En fait, il y avait en bas, il y avait un toit et demi, puis 2 toits et demi un dessus de l'autre. Fait que moi, j'étais en bas, j'étais tout seul, puis j'étais en bas. En haut, il y avait mon frère avec sa blonde, puis là-bas, il y avait un truc sur 2 étages. Ma soeur avait un truc sur 2 étages avec son chum. Okay. Puis là, elle tombe enceinte. Puis là, elle dit, ben là, ça me prendrait, faudrait que je vende. Fait que là, j'ai racheté sa part. T'sais. Mais à l'époque, il y avait des taux d'intérêt à 22 en deuxième. T'sais. Chez HFC, Household Finance Canada. T'sais. Ouais. Et la première était à 16,5. Fait que, pas tu sais, c'était comme, j'apprenais l'immobilier serré pas mal. Dans le show business, c'est pas des gros salaires. J'avais 30 ans. T'sais. Fait que là, je me suis dit, bon, à 30 ans, il faut que je fasse au moins 30 000 $ par année. T'sais. Puis je travaillais au Festival Juste pour rire à ce moment-là. On m'a fait une grosse offre d'emploi à 17 000 $ par année. J'ai dit, ça, c'était vendredi. Fait qu'il a dit à M. Cushman, j'ai dit, non, monsieur, non, Goldman qui s'appelait. Le gars en finance, Goldman. Fait que, j'ai dit au gars en finance, j'ai dit, non, moi, je démissionne le vendredi, puis le lundi, j'ai commencé mes cours c'était au début du mois d'août. J'ai commencé mes cours en immobilier, puis le 1er octobre 88, j'ai commencé en immobilier. Fait que j'ai commencé de ce triplex-là. Puis après ça, un condo à Montréal, dans le plateau Mont-Royal. Puis bon, puis après ça, ma blonde actuellement, là, depuis 32 ans, ben elle, quand elle est arrivée au Québec, elle dit, moi, Saint-Hilaire, je veux rien savoir. Fait que je dis, OK. Fait que c'est un an que je voulais rien savoir de Saint-Hilaire. Fait que j'en ai vendu Saint-Hilaire. Puis on a acheté un 4plex dans le plateau. Puis c'est là que ça a vraiment commencé. J'avais un 4plex, j'étais en immobilier, parce que j'avais décidé dans l'immobilier. Puis là, les 3 locataires, après 1 an ou 2, me disent, on veut s'en aller. T'sais. Là, il y avait le nouveau Code civil en 94 qui disait qu'on pouvait faire de la conversion en copropriété. Le chien qui se promène. En copropriété. Puis on pouvait donc, avec le nouveau Code civil, on avait des hypothèques de non-responsabilité. Parce qu'avant, les histoires, c'était, tu as une hypothèque en indivise, tu ne payes pas, tu es responsable de ton gars en haut, d'en bas. Tout le monde payait pour tout le monde. Oui. Le nouveau Code civil de 94 a permis de faire de l'indivision. Oui. Donc, on était capable de faire donc, des hypothèques à responsabilité limitée, qu'on appelle. Fait que là, j'ai fait comme, t'en as un peu, là. J'ai un 4plex, j'ai 3 locataires qui s'en vont, ça va être vide. Le gars est en immobilier, ils attendent un peu. Fait que là, j'ai appelé la Banque nationale. Puis on était un des premiers à faire, avec le nouveau Code civil, avec la Banque nationale, des conversions à Montréal. Et de là, on a pogné le goût parce qu'on a vendu les 3 condos, puis on n'avait plus d'hypothèque. Ah, ben, depuis 94, j'ai plus d'hypothèque. Fait que là, j'ai dit, OK, c'est intéressant. On avait un condo de 350 000, pas d'hypothèque. Tu fais quoi avec ça, Justin? Tu vas faire une marge de crédit, hein, puis tu fais de l'immobilier. C'est de là qu'on est parti avec une marge de crédit de 250 000 à l'époque. Puis, on a commencé à acheter des immeubles, à faire beaucoup de conversions, à acheter des immeubles, à subdiviser des terrains. Quand j'en avais acheté un moment donné sur Drolet puis Henri-Julien, les bâtisses, c'était le même bâtisse, mais 2 terrains. Fait que j'ai splitté en 2 parce que j'avais une façade sur Henri-Julien puis une façade sur Drolet. Puis, on a été capable de faire 2 lots avec ça, donc un duplex puis un 4plex. On a revendu. En tout cas, tu sais, un en arrière de l'autre, là, jusqu'à temps qu'on fasse un dernier projet. Tu as fait beaucoup de filets puis beaucoup de conversions en condo, toi, à Montréal. Oui, ça a été là qu'on a fait notre argent. Tu sais, moi, je faisais des projets. Au lieu de faire un flip, tu dis, moi, je vais faire 10 sur mon flip. Là. Moi, je disais, moi, je vais faire 50 000 la porte. Tu sais. Bon, ça, c'était mon deal. Tu sais. Quand on faisait des triplex, des quatreplex, s'il n'y avait pas un 150, 200 000 de profit, on ne les faisait pas. C'était exigeant. Là. Sinon, c'est parce que je savais avec quoi j'avais à dealer. Tu sais. J'avais à dealer avec des négociations de locataires parce que les gens deviennent de plus en plus au courant d'eux. Tu sais. D'ailleurs, le dernier locataire que j'ai négocié, j'ai donné 20 000 pour sortir. En plus, j'ai payé le déménagement. Tu sais. Okay. Fait que quand ma blonde elle a appris ça, elle dit, moi, je ne peux rien savoir de l'immobilier à Montréal. Tu sais, pourtant, c'est payant. Chérie, tu sais, non, moi, le locataire à 20 000, j'en veux plus. Tu sais. Fait que c'est là qu'on s'est ramassé un peu à aller aux États-Unis. On était en 2012 à ce moment-là. Puis là, ma blonde a dit, moi, je ne veux plus rien savoir de l'immobilier au Québec. Tu sais. On faisait des prêts, on faisait plein de trucs. Là. On disait, OK, on va arrêter. Et là, tu sais, moi, rester à la maison à faire ça. Rien faire. Il n'est pas capable, tu sais. Fait que ma blonde a dit, hey, les États-Unis, ça te tenterait-tu? J'ai dit, OK, on va aller voir ça. T'sais.
Fait que c'est là qu'on s'est ramassé à faire des formations. On a trouvé un Québécois, pas un Québécois, un Québécois, il était resté à Gatineau, qui a décidé de faire qui était aux États-Unis. Et lui a commencé à faire des flips à Atlanta quand le marché a planté aux États-Unis. Okay. Quand le marché a planté aux États-Unis, on parle de 2008-2009, les maisons se donnaient, c'était carrément ça. Tu les achetais pour les taxes, pour à peu près rien. T'sais. Et lui, il a acheté, il s'est ramassé à Atlanta avec son père qui était comme investisseur à ce moment-là. Et ils ont fait 90 flips dans un an. Hey! Mais tu sais, là-bas, il faut comprendre, tu achetais des maisons pour 35-40 000 puis ils revendaient 75. Mais tout ce que tu faisais, là, c'est le ménage dedans, tu peinturais, tu changeais les cuisines, les comptoirs, mettons une petite réparation de la vitre. Écoute, changer un comptoir de granit aux États-Unis, là, ça coûte, tu sais, aussi, ça va nous coûter 2-3 000 $. Là-bas, ça coûtait 500-600 $. Ça coûtait rien. Tu sais, puis en plus, tu avais de la main-d'œuvre illégale. Fait que, tu sais, il mettait 10-15 000 dans la maison, puis il faisait 35-40 de profit. Il en a fait 90 comme ça. Tu sais. Et tabarouette. Il a ramassé 2-3 millions. Il a commencé à investir dans le multilogement. Et il a commencé à donner des formations aux États-Unis, tu sais, à des Canadiens. Fait que je me suis ramassé avec ce groupe d'investisseurs-là. Et il faut comprendre qu'en 2012, on avait le dollar au port. Tu sais. Un dollar, même à un moment donné, en juillet 2012-2013, on a eu le dollar, $1,07 canadien pour un dollar américain. Tu sais. Fait qu'imagine-toi, on était là-dedans, nous autres. Là, tu sais. Fait qu'on dit, tant qu'à investir ici, on va l'investir là-bas parce qu'on s'est dit, moi, je me suis dit, le dollar, il va replanter. J'ai eu raison. De toute façon, c'était pas compliqué. Ne prends pas de boule de cristal pour comprendre ça. Puis, j'ai dit, ce qu'on va acheter, d'acheter pas cher, puis ça sert dessus. Tu sais. Parce que le problème des États-Unis, c'est que quand tu es Canadien, tu veux investir aux États-Unis, c'est que le financement est à peu près impossible. Quand je dis à peu près impossible, je parle de multilogement. C'est sûr que tu peux aller acheter un condo en Floride, tu peux travailler avec les institutions financières canadiennes qui sont en Floride. On sait que la Caisse populaire avec Desjardins Bank, ça s'appelle aux États-Unis, Desjardins Bank a 3 succursales en Floride. Évidemment, ça s'adresse aux baby boomers. Ils ont plus de 25 000 Canadiens, 98 % sont des Québécois, qui font affaire avec la Banque nationale. Donc, Desjardins Bank, et donc, est en Floride avec toi. Fait que tu veux t'acheter un condo aux États-Unis, Desjardins, c'est assez facile. Tu veux t'acheter du multi, déjà, ça commence à être plus compliqué. Ça demande des mises de fonds, puis même des fois, ils n'en veulent pas pantoute. Alors, on est allés, nous autres, donc, dans nos formations. Je me suis ramassé, donc, en Floride au début, parce que, évidemment, c'est facile d'accès, la Floride. Tout le monde se ramasse là. Fait que je me suis ouvert un siège social à Plattsburgh. OK. Le UPS de Plattsburgh, ceux qui le connaissent, là, 35 Sherfield, à Plattsburgh. Ça, c'était mon siège social. Bureau, je ne me souviens plus quoi. J'avais un siège social à Plattsburgh, puis je faisais des investissements en Floride. Parce que Plattsburgh, c'est facile d'accès. La boîte postale, 1 heure de route, aller-retour quasiment. Quand ça va bien aux frontières. T'sais. Fait que là, je me suis ramassé en Floride. J'ai commencé à acheter des terrains. Les gens faisaient faillite. Là, ils ont acheté des affaires pour rien. T'sais. Acheté quelques terrains, mais bon, on commençait à regarder des maisons d'investissement, bon, plus ou moins. T'sais. Fait que là, on s'est ramassé à Phoenix, en Arizona. Fait que là, avec le coaching qu'on avait, on faisait du multilogement, évidemment. Puis là, on s'est mis à faire des offres de 2-3 millions en Phoenix. Parce que le financement, en bas d'1 million, c'est à peu près impossible aux États-Unis. Dans le multilogement, je parle. Mes connaissances à moi, à cette époque-là. Okay? Ça a peut-être changé, là, parce que les banques sont quand même assez présentes aux États-Unis. La banque qui est le plus présente aux États-Unis, c'est la TD, 159 succursales, c'est quand même assez important. TD Bank est présente. Puis quand tu dis aux Américains, TD Bank, ils ont Toronto Dominion, pour eux autres, ça passe, c'est une banque canadienne. T'sais. Quand on leur parle de BMO aux États-Unis, à Chicago, c'est BMO Harris. Là, BMO a acheté Harris Bank. Ils ont 34 succursales dans le coin de Chicago, en Illinois. BMO, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Bank of Montreal. Non, c'est sérieux. Là, les autres, ils voient BMO Harris. Mais pourquoi que le financement n'est pas possible en bas d'1 million? C'est bizarre, ça? Ben, c'est parce que le risque est trop élevé. Aux États-Unis, ici au Canada, on a 7 grosses banques, on va dire. Là, aux États-Unis, il y a 5600 institutions financières officielles. Okay? Aïe, aïe. Tu t'appelles South Shore Bank, puis à Chicago, c'est ça. Les banques, il y en a une, puis l'autre. Fait qu'à un moment donné, on s'est mis à mettre sur le téléphone, la gang qu'on était là-bas, à faire des appels, puis parce qu'on est Canadiens, ils ne veulent pas nous prêter. Puis même s'ils ont la propriété en garantie, ils ne veulent pas nous prêter. T'sais. Et ils vont nous prêter à un niveau peut-être autour de 65 %. Okay. Ils vont prêter pour que ça vaille la peine. Donc, ça, je te dis, en bas d'1 million, c'est compliqué.
Fait que tous les investissements que j'avais aux États-Unis, tout était en cash, tu sais, tout cash, tu sais. On avait du cash, fait que on a tout en cash, tu sais. Mais c'était sparké à $1 pour $1 à ce moment-là, c'était parfait, tu sais. Fait que, donc, on s'est mis à acheter, mais le financement était compliqué, tu sais. La RBC, à l'époque, parce qu'avoir une carte de crédit aux États-Unis, c'est compliqué. Même si on était avec la RBC, la BMO, puis tout ça, ici au Québec, avoir des affaires là-bas, c'était compliqué. Finalement, j'ai fini par monter, j'ai eu une carte d'essence. C'est la première affaire de carte de crédit que j'ai aux États-Unis, une carte Shell pour acheter de l'essence, tu sais. Mais c'est avec... Oui. Là-bas, aux États-Unis, il y a le FICO Score pour des compagnies, OK? Et quand tu peux créer ton FICO Score avec Expedient, quand tu crées ton FICO Score aux États-Unis pour ta compagnie, là, tu peux commencer à emprunter, mais il faut que tu crées du crédit, OK? Fait que là, on avait une carte de crédit d'essence. Fait que j'achetais de l'essence au Québec, ma carte de crédit était en Floride. En tout cas, c'est une affaire de fou, là, tu sais. Mais on montait du crédit comme ça, tu sais. Mais quand on s'est ramassé donc à Phoenix avec le 60, ben en fait, c'était un 25, un 30, un 32, quand il y avait une soixantaine de logements, là. Les anecdotes, attendez celle-là. Fait qu'on fait un offre d'achat sur 60 portes de trois immeubles à Phoenix. Fait que là, on fly, on s'en va à Phoenix. Puis on rentre dans la chambre d'hôtel où étaient mes associés. On était qu'à 5-6 là-dedans. T'sais. Puis on arrive là, puis là-bas, c'est pas des notaires, c'est des avocats qui font les transactions. T'sais. Fait que l'avocate, elle vient nous présenter des papiers, tout ça, puis ça. Fait que là, Steve, qui était notre gars, notre coach, il dit avant d'aller, on va aller visiter celui-là en après-midi. Il dit, pourquoi on va aller visiter en après-midi? C'est juste à côté de l'hôtel, tu sais. Ben, c'est parce qu'un matin, ils ont trouvé 3 gringos dans les poubelles, tu sais. Aïe, aïe! Qu'est-ce qu'on fait? Dans les garbage, tu sais. Fait que la police était sur place, tu sais, pour ramasser en tout cas, les évidences, là, tu sais, c'était comme évident, tu sais. Fait que, dit, OK, on va aller en visiter un autre à la place, tu sais. On avait fait un offre sur un 35 logements adossé à un golf, tu sais. On voulait convertir ça en condo, fait que c'était un beau projet. Lui, là, on avait un autre 25 qui était correct. Là, puis après ça, on va aller visiter l'autre 25 là, où il y avait les 3 gringos. T'sais. Mais quand tu visites, on était à Mesa. Mesa, là, c'est un peu le Chicago de Phoenix. Les gens qui ne connaissent pas, tu sais, Phoenix, c'est une petite ville de petits vieux, puis c'est ci, puis c'est ça. Mesa, là, c'est Chicago concentré. T'sais. Il y a énormément de gangs mexicaines, puis de drogue. T'sais. Fait que, évidemment, beaucoup de drogue dans ce coin-là. T'sais. Fait que quand tu te promènes là-bas, tu regardes les lignes électriques, là, puis là, tu vois des espadrilles suspendues. Oui. C'est une gang de rue. OK? Fait que tu te promènes, là, tu vois des espadrilles, là, des blancs, des rouges ou des bleus. C'est comme ça que ça marche. Là, tu te dis ça, si tu passes l'autre bord, là, tu rentres chez PG Gang. L'autre bord, c'est Toto Gang. Fait que faut que tu fasses attention à quel bord de rue tu vas acheter ta drogue. Là, fait que c'est comme ça. Chicago, c'est aussi comme ça. T'sais. Fait que, anyway, fait que ça, c'était une petite anecdote là, qu'on a à Phoenix, en Arizona, qu'on avait eue. Fait que, après ça, on est allé en Caroline du Nord, où il y avait beaucoup d'investissements qui se faisaient aussi. Mais la Caroline, c'est pareil, tu vas travailler à Charlotte. Charlotte, c'est un centre bancaire énorme. Il y a toutes les banques beaucoup de banques qui sont là, mais en dehors, c'est pauvre, là, mon chum, là, ça se peut plus. Fait que là, on s'est dit, où est-ce qu'on pourrait investir? Fait que là, on s'est dit, aux États-Unis, là, il y a énormément de sites pour faire des recherches. Écoute, il y a même des sites à Chicago. Il y a un site pour les pédophiles. T'sais. Fait que si tu veux savoir si tu achètes une maison pas loin d'un pédophile, tu vas taper Chicago pédophile website. Il y a un site qui va sortir des pédophiles à Chicago. Okay? Ben, voyons donc. Tu as la photo du gars, puis tu as son adresse. Okay? Fait qu'il n'a pas le droit d'être à un kilomètre ou un demi-kilomètre d'une école. Donc, il y a des règlements. T'sais. Ils ont des bracelets autour de leurs pieds, évidemment. Ils se promènent avec. Ils ont le droit de sortir. T'sais. Pas tous, mais en tout cas, les pédophiles connus officiels ont des casiers judiciaires, donc ils sont chiffrés. Tu as sa photo, puis tu as les cas, puis ce qui reste. T'sais. Fait que, écoute. Ils devaient se faire démolir leur maison ou directement sur Internet. Tout le monde qui sait ça. Mais quand tu te mets à fouiller aux États-Unis, tu as accès à des informations gratuites aux États-Unis. C'est hallucinant. T'sais. À Chicago, là, il y a un site web, tu fais Chicago Police Gang Map. Il va te sortir la map complète de Chicago. Je pourrais quasiment vous la sortir, mais là, c'est. Puis là, on pourrait voir où sont les gangs. En temps réel, les accidents, les viols, les tentatives de vol, les bris d'auto, les meurtres, en temps réel. C'est débile, là, tu sais. Écoute, tu es dans une rue, tu peux savoir si y a un gars qui s'est fait shooter l'après-midi ou la veille, tu sais.
c'est ça, Chicago. C'est assez particulier. Il y a 576 gangs à Chicago sur une population de 9 millions. T'sais. Fait que quand on s'est ramassé à Chicago, les petits Québécois qu'on est, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait là? Mais il y avait tellement de stock à Chicago. Écoute, à Chicago, là, j'ai fait une formation pour apprendre à acheter des reprises de finances. Okay? Je suis allé voir une madame, ça faisait 25 ans qu'elle enseigne ça. Tu vas au palais de justice, parce que là-bas, c'est un peu compliqué. Là. C'est pas aussi... Le registre foncier ici, là, c'est du gold. Là. Là-bas, là, le registre foncier, c'est encore les papiers et la poussière. T'sais. Mais bon, ça s'est amélioré là, depuis quelques années, mais c'est vraiment un peu difficile. Là-bas, aux États-Unis, il y avait, à ce moment-là, en 2012-2013, entre 500 et 600 reprises par semaine. Hey boy! À Chicago? Par semaine. Ouais. Aïe, aïe! Là, il y avait 3 ventes pour taxes par jour. Pas par année, là. Par jour à Chicago. Tu avais la vente pour le shérif. Tu avais 14-15 propriétaires à vendre par jour. Okay. Tu avais 2 bureaux d'avocats qui faisaient des ventes pour shérif. Ventes pour taxes, là, puis reprises, puis tout ça. Okay? Il y a des affaires, c'est pas intéressant à reprendre. Mais il y a des affaires, comme je l'ai dit tantôt, il y a 5600 banques aux États-Unis. Et quand ça a crashé, il y a des banques qui ont crashé. Il y a des banques que, tu regardais un dossier, tu avais, mettons, la banque, la South Shore, on prend un exemple, la banque South Shore de Chicago, qui était sur une propriété, mais dans le fond, parce qu'on l'enseigne ici au Québec, on dit, s'il y a une hypothèque, allez-y pas. T'sais. Mais là-bas, le problème, c'est que quand tu avais une hypothèque, tu vérifies si la banque n'est pas en faillite. Parce que si la banque est en faillite, ils ne vont pas racheter l'hypothèque, ils sont en faillite. Fait qu'on allait faire des recherches, c'est compliqué puis c'est long. On fait des recherches, puis là, il y a une banque, mais la banque est en faillite. Donc, elle ne veut pas reprendre l'hypothèque que la ville essaie de reprendre pour les taxes, ou la taxe d'eau, ou la taxe peu importe. Fait qu'on allait acheter des maisons, 3-4 000 $. C'est vraiment ça, là, tu sais. Il y avait une hypothèque de 250 000 dessus, tu sais. Mais la banque est en faillite. Donc, la banque n'était pas présente aux ventes pour taxes. Donc, c'est des individus qui rachetaient. Donc, j'ai appris à faire ça aux États-Unis, tu sais. Donc, on a acheté un paquet de cabanes qu'on a flippé, tu sais, puis là, on a fait de l'argent, mais le problème des États-Unis, c'est que tu n'es pas là. T'sais. Puis tu ne peux pas faire la job d'un Américain. Il y a du protectionnisme, surtout avec Trump actuellement, énorme. T'sais. Alors, le protectionnisme, c'est que tu ne peux pas faire la job d'un Américain. Tu ne peux pas gérer tes immeubles, tu ne peux pas les rénover. tu vois le genre, là. Tu devrais avoir mon coffre d'outils à Chicago. Tu ne peux pas les rénover, tu ne peux pas rien faire. T'sais. Mais tu peux faire bien des affaires. Ben, en tout cas, on achetait des maisons à 25 000. Il fallait payer cash, évidemment. Les Américains, ils n'ont pas d'argent. Il faut comprendre qu'ils n'ont pas d'argent, c'est le crash immobilier, ils n'ont pas d'argent. Il y en a, mais à Chicago... On parle de quoi, 2014 à peu près? 2012-2013, c'est vraiment là qu'on a acheté le plus de propriétés. C'était là parce qu'on avait le dollar au port. Et même après 4 ans après le crash, il restait qu'il n'y avait pas d'argent en plus pour acheter. Les Américains, ils n'ont pas d'argent. Ils sont day-to-day avec les chèques. Actuellement, avec la COVID, là, ça va être l'enfer. Je veux dire, ça va retomber comme c'était probablement en 2012 pour plusieurs propriétés. Fait, quand tu me demandes c'est où les bons coins pour acheter aux États-Unis, ben écoute, ils vont en avoir des bons coins un peu partout. Ceux qui aiment la Floride, ils vont en avoir des bons coins en Floride parce que avec ce qui se passe actuellement, il y a bien des gens qui vont laisser tomber leur maison, les hypothèques. Il va y avoir un autre mouvement là, qui s'en vient. T'sais. C'est évident. Les gens sont tellement day-to-day avec les chèques. Là, je le vois avec mes locataires à Chicago. C'est assez particulier. T'sais. Mais on vit ça. T'sais. Puis, donc, on achetait des maisons pour 25 000 $, puis on vendait 175 000. Hey boy, OK. Hey, oui. Si vous aimez l'entrevue avec Daniel Adam, allez-y donc avec un pouce vers le haut, un cœur qu'on envoie à Daniel. Et les entrevues sur ma page Facebook Imo Facile, allez cliquer sur J'aime Imo Facile. Merci Daniel d'être avec nous un matin. C'est super intéressant ce que tu nous racontes là. On peut en parler de 2 minutes, puis on te montrer 2-3 photos après de Philippe. Oui, ça va être le coup. Oui, exact. Oui. Juste pour te dire rapidement, donc on payait des maisons 25, puis on les revendait 150, 160, 175 000. Actuellement, là, ils se vendent 220, 260. OK, la même maudite cabane. Mais les cabanes, tu les payes 70, 80. Mais à mon époque, on les payait 25, 50. C'était la moyenne d'une maison. Un duplex, un 4plex, un 6plex, 50 000. J'ai acheté un 6. Écoute, pour ceux qui connaissent, un 6, là, 2200 pieds de plancher, plafond de 8 pieds dans le sous-sol, 3 étages, 50 000 $. Et tabarouette! C'est le prix du terrain ou c'est le prix de la porte dans la Il y avait combien de revenus sur ce site? Il n'y avait rien dans celui-là. Il faut comprendre que 50 000 pour une coquille qui était en excellente condition,
Là, on a dû refaire, évidemment, on a mis $250,000 en rénovation. Bon, il faut comprendre. Okay. Mais, écoute, là-bas, on a changé, on va faire un gag avec toi, on a changé 94 fenêtres. Combien ça coûte changer 94 fenêtres au Québec? Hey, ça a 94 fenêtres. On va dire 100 000 là, pour installer de qualité. Okay? Ouais, c'est ça. Ça est... À Chicago, là, 15 000 $. Ben, voyons donc. Ouais. 15 000, on changeait 94 fenêtres pour installer. Bon, c'est des insertions à 125 $ chaque, 25 $ pour l'installation, puis capé en plus. T'sais. Fait que, tu sais, les prix, là, ça n'a comme rien à voir. T'sais, on faisait des cuisines au complet avec des comptoirs. On aurait pu mettre du marbre si on voulait. C'était pas populaire, on mettait d'autres choses. On mettait du granit. Comptoir de granit au complet, toute la cuisine au complet en granit, tout le kit, là, 600, 700 $. Là, un comptoir de granit au complet pour installer. Je veux dire, les cuisines, c'est la même affaire, ça coûtait 2000 une cuisine Ikea. C'est encore les mêmes prix présentement en 2020 ou c'est... Ça a probablement monté un peu parce qu'on le voit au niveau des coûts des maisons, ils sont un peu plus chers. Tu sais, il faut comprendre, les États-Unis, comme je dis, ils n'ont pas d'argent. Mais ils ont de l'argent pour acheter, assurer FHA. FHA, c'est Federal Housing Authority aux États-Unis. C'est l'équivalent de la SCHL au Canada. Okay? La FHA finance à 97 %. Okay? Wow! Alors, tout ce qu'ils ont besoin, c'est 3 % de mise de fonds. Et quand ils font des offres d'achat, ils demandent un cashback de 5 chez le notaire, chez l'avocat. Ils mettent combien de cash? Zéro. Avant 2007-2009, ils finançaient à 107 %. Okay? Ils te finançaient les frais d'assurance titre, parce que les assurances titres, c'est assez important, là-bas, ça coûte assez cher, plus les frais d'avocat. Tout était financé au complet. Quand vous pensez que le marché a crashé, mais c'est pas pour rien, les gens mettaient sweet nothing pour acheter une maison à un moment où tout l'intérêt, tout le monde, tout faisait ça. Et les gens, évidemment, les prêts étaient vendus sur les marchés mondiaux. C'était trétisé, qu'on appelle. Ah, et quand ils faisaient défaut de payer, bien là, le bordel a commencé. C'est là que le bordel est arrivé. Ça a planté, là, les fameux papiers. Là, fait que, je veux partager 2-3 affaires. Attends un peu, Daniel, avant, on a quelques commentaires qui sont rentrés. Moïse qui nous dit bonjour, bon matin, José, Walker. On devrait avoir ça ici au Québec. Sophie qui nous dit un site pour les pédophiles. Patrick, on devrait avoir ces sites au Québec. Sophie qui dit alors, tout fonctionne, c'était un peu illégal. J'ai pas dit ça, moi. Moi non plus, j'ai pas entendu ça. C'est juste que tu avais un marteau. Yannick qui dit alors, du coup, pour un premier achat aux États-Unis, ce serait quoi ton conseil pour se lancer? Bien, comme j'ai dit, on va en voir aux États-Unis, ça va revenir un peu. Ce qui est populaire, comme j'ai dit, les États-Unis n'ont pas d'argent pour l'acheter, mais ils financent à 97 % quand c'est FHA. FHA, ça veut dire que la propriété a été refaite pas mal au complet. Là. Bon, au complet, on va dire, c'est propre, c'est clean. Okay? Ça passe une petite inspection quand même. C'est moins pire que Section 8. Section 8, c'est des loyers subventionnés. On devrait avoir ça au Québec. Je te dis, écoute, le chèque rentre le 1er du mois. J'ai même besoin de me casser la tête. Là, en tout cas, c'est une autre histoire. Okay. Mais là-bas, donc, c'est subventionné. Donc, quand les maisons sont en bonne condition, ben 97 % de financement, 3 % de mise de fonds, c'est là que la clientèle du flip aux États-Unis est intéressante. Le problème des États-Unis, c'est les maudits impôts. Il faut faire attention aux compagnies qu'on achète. Quand nous, on a acheté en 2012, on avait une compagnie, bon, j'avais mon siège social à Plattsburgh, puis après ça, on s'est mis à investir dans le multilogement. J'avais un autre siège social à Phoenix, en Arizona, justement, parce qu'on se ramassait là. J'avais un siège social là-bas. Fait que quand tu fais des impôts aux États-Unis, puis j'avais des affaires en Floride, OK? Fait que quand tu fais des impôts aux États-Unis, puis Chicago, je reviens à ça, tu fais des rapports d'impôts dans chacun des États. OK. Plus le IRS, OK? Plus le Canada, OK? Évidemment, il faut que tu te protèges. Aux États-Unis, les Américains sont poursuivis en moyenne 5 fois dans leur vie. OK? Ça, c'est la moyenne de poursuite d'un Américain. Un Américain, en moyenne, est poursuivi 5 fois dans sa vie. OK? Fait que, imagine-toi que toi, le petit Canadien qui s'en va aux États-Unis, qui paye tout cash, OK? Tu as une maison cash, puis il n'y a pas d'hypothèque dessus. Le gars, il fait des petites recherches, puis il voit que tu n'as pas d'hypothèque sur ton immeuble de 500 000. OK? Il passe devant la maison, puis il se tord une cheville. Puis là, il te poursuit pour 150 000 ou 200 000 ou 300 000. Qu'est-ce que tu fais? T'sais? Ça, c'est le problème. Un des gros problèmes aux États-Unis, tu es poursuivi pour n'importe quoi. Quand on avait une maison sur la rue, une maison qu'on avait en Chicago, on s'est fait poursuivre par la madame parce qu'elle se disait
qu'elle était l'ancêtre de M. John, qui avait reçu à l'époque, le président des États-Unis donnait des terres aux colons pour développer Chicago. OK? Bon. La maison sur laquelle on était, la madame qui avait perdu la maison suite à une faillite, OK, revenait contre nous autres parce que la maison était finie de rénover au complet. On était pour la mettre en vente. Elle nous arrive avec un titre de propriété qui dit « Je suis l'ancêtre de monsieur blablabla, OK, qui s'est fait donner le terrain à l'époque, donc le terrain m'appartient, donc la maison m'appartient. » Voyons donc! Je me suis fait poursuivre pour ça. Mais là-bas, tu payes des assurances titres là, entre 12 et 2 000 en moyenne, 1500 à 2 000 là, pour une maison. On était bien protégés, tu sais. Maintenant, l'avocat a dit, oublie ça, là, man, tu sais. Mais tu sais, là, c'est comme tu fais, là, tu freaks, là, tu sais. Fait que toutes les maisons qu'on avait, on s'est mis des hypothèques, entre guillemets, tu sais. J'ai dit à Diane, tu vas me faire des hypothèques sur chacune des propriétés. Fait qu'on a hypothéqué ça jusque-là. Puis, tu sais, c'est un papier, là, ça veut rien dire, tu sais. Mais quand tu fais une recherche, il y a une hypothèque sur la maison. On a eu la paix après ça. Eu la paix. Ah ben, tabarouette. Hey, on a une question de Velouse. Comment fonctionne le partenariat là-bas si on a des amis américains? Ah, ça, c'est super. Je te dirais, d'avoir des amis américains avec qui tu peux pouvoir travailler, le financement, il va quasiment se faire en claquant des doigts. Pourquoi? Puis ils ne veulent pas faire de financement aux Canadiens, c'est à cause des coûts des poursuites. Okay? Puis ils n'ont rien pour s'attacher non plus. Tu sais. Fait que si tu as des amis américains, c'est vraiment la base. C'est idéal parce que tu vas avoir quelqu'un sur place pour pouvoir surveiller les travaux ou être présent ou co-signer plein de bébelles. Tu sais. Quand tu es Canadien, quand tu veux poursuivre un Américain, ça coûte 15 000 $ ouvrir un dossier parce que j'ai eu un cas avec un contracteur. Tu sais. Ça coûtait 15 000 pour poursuivre pour un 50 000. J'ai dit, fuck, fait que j'ai dit, on passe à d'autres choses. Tu sais. Fait que j'ai passé à d'autres choses, j'ai pris un autre contracteur, j'ai continué. Mais là-bas, c'est le même problème. Ils veulent poursuivre un Canadien. Et là, on s'est protégé, un peu ce que Luc enseigne. Alors, mais aux États-Unis, on s'était fait dire. Là, j'ai une compagnie. Moi, j'ai une compagnie à Ottawa, Canada Inc. Il n'y a absolument rien dans la compagnie. Elle est propriétaire de toutes mes compagnies aux États-Unis. OK? On appelle un general partner. Un general partner, c'est celui qui est poursuivi s'il y a un problème. Oui. Le general partner, il peut avoir juste 1% de la compagnie. Okay? Fait que le general partner qui appartient à moi et à ma blonde en Ontario, il n'y a rien. Il y a 100 $ dans le compte de banque à BMO. Il n'y a rien. Okay? Mais la compagnie, on est des limited partners, vous voyez ma conjointe, à 49,5% chacun. OK? Mais le general, il y a un. Fait que quand il y a une poursuite, c'est contre le general. Fait que là, s'ils font une recherche, ils s'en vont, ils vont sur une Canada Inc. qui vont poursuivre à Ottawa. Puis là, s'ils vont un peu plus loin, puis ils vont dans le compte de banque, puis ils peuvent pas y aller de toute façon, mais ils voient qu'il n'y a rien dedans, ça s'arrête là. T'sais. Et ça, c'est la façon de se protéger aux États-Unis. Donc, une compagnie avec une Québec Inc., peu importe, il n'y a rien dedans. Elle a 1% de la compagnie aux États-Unis. Elle est le general partner et tu es le partenaire limité ensuite. Donc, on a créé des compagnies qui s'appelaient à l'époque LLLP, 3LP, OK? Limited Liability et Limited Partnership. Ça veut dire que tu es limité dans tes responsabilités et tu es limité dans ton partnership. OK? Ça, il y avait un loophole à ce moment-là dans le domaine, puis c'était la meilleure compagnie pour l'acheter. Le problème aux États-Unis, c'est que les gens vont dire « Ah, je vais acheter une LLC. » Écoute, c'est la pire affaire qu'un Canadien peut acheter, une LLC, parce que c'est une compagnie dans laquelle tu vas payer 2 fois tes taxes. Tu vas payer tes taxes pour là-bas, tu vas payer tes taxes ici en plus. C'est les pires compagnies à avoir pour un Canadien. Aujourd'hui, le gouvernement s'est aperçu de tout ça au niveau des triples LLP. Maintenant, c'est des LP qui sont permis, sont Limited Partnership, où tu as encore des responsabilités, ça le dit, limitées. Mais c'est probablement le meilleur outil d'investissement aux États-Unis. Là. De ce que je connais actuellement, je suis un petit peu là, je suis en train de tout vendre ce qui me reste aux États-Unis, mais juste 3 immeubles. Là. Fait que quand on va avoir fini de là, on va sortir. Fait que, voilà. Okay, excellent. Hey, Daniel, avant d'aller vers les autres questions, on va aller voir tes photos. Ah oui? Et, comme je te disais, tu vas me perdre dans le temps que tu expliques que je ne pourrais pas être là en même temps. Fait que va faire un share de les photos. Je reviens dans 3 minutes. Je vais vous montrer, puis je vais parler parce que Justine ne peut pas parler pendant ce temps. Oui, c'est ça, exactement. Moi, il faut que je me tasse, puis je ne peux pas parler. Fait que, je te partage ça. Ne bouge pas, on va l'embarquer. Et on est rendu là. Quand je t'entends, c'est bon. Fait que là, tu m'entends, c'est que là, je m'enlève, puis je te laisse parler. Tu diras, OK, Ghislain, reviens, puis je vais rester pas loin. Bon. Là, Ghislain nous a quittés. Ce que je voulais vous montrer aux États-Unis, c'est que quand on est rentré à Chicago, on faisait des offres sur des premiers logements. Ça, c'est le premier offre d'achat que j'ai fait, c'est sur un 13 logements à Chicago. C'était celui-ci ici.
13 logements qu'on payait, je pense que c'était 90 000, quand même pour un 13 logements. Regardez la bâtisse, ça coûte probablement plus cher de briques que d'autres choses. Le problème qu'on a eu, c'est avec cet appartement, ce building-là, c'est dans le sud de Chicago, évidemment. Quand on a fait l'inspection, il y avait 6 locataires qui ont refusé qu'on visite le logement à l'inspection. Alors, on s'est retiré tout simplement parce que je me suis dit, s'il y a 6 locataires qui ne veulent pas qu'on rentre, ça s'annonce pas bien, trafic de drogue ou autre genre de trafic de rue, tu sais. Fait qu'on s'est dit non, on débarque. On était un petit peu craintifs, il faut comprendre Chicago, tu sais. Quand je disais qu'on faisait des flips à Chicago, je vais vous montrer un des premiers flips que j'ai fait à Chicago. Ça, c'est la propriété en question qu'on a acheté en 2012. Ça, c'était sur le Blackstone, 97 Blackstone à Chicago, dans le sud de Chicago. On a remis des fenêtres au complet en avant, évidemment, pour relooker la propriété. Je vais vous montrer une photo, je n'en montrerai pas plusieurs, mais le salon. Mais quand on est rentré là-dedans, beau salon avec des vitraux. Fait que là, les vitraux, je disais, des beaux petits vitraux, ça. Il y avait quand même, mais c'est des vitraux qui ont dû cacher, là. On parle des années 20, années 30. Là, il y avait un beau chag rouge à grandeur, sale, ça ne se trouvait pas. Mais quand j'ai levé le coin du tapis, j'ai vu un beau plancher de bois franc en dessous. Fait que là, je me suis dit, beau plancher de bois franc, attends un petit peu. Fait qu'on a rénové la maison, on a mis à peu près 50 000, on a tout refait. Et quand tu refais des maisons aux États-Unis, tu dois refaire, il faut que tu penses à ton acheteur potentiel. Alors, voici ce que ça donne du home staging aux États-Unis. C'est assez écœurant, c'est la même maison. Regardez les planchers. Alors, les planchers, ce qu'on a fait, évidemment, on les a sablés, n'étaient pas en très bonne qualité, on les a vernis. On a donné une petite couleur dedans, un petit brun ici qu'on voit. Toutes les fenêtres changées en façade, c'est ce qu'on voit un petit peu à votre gauche. Foyer, peinturé blanc, voyez-vous. La maison était écœurante. Les gens voulaient l'acheter avec tous les meubles dedans. T'sais, on a eu 3 offres d'achat la première journée qu'on l'a mis en vente. Fait que, ça, c'était intéressant. Mais il faut construire des maisons aux États-Unis en pensant aux gens qui vont l'acheter. Donc, il faut finir le grenier, il faut finir le rez-de-chaussée et finir le sous-sol. Ça prend 3 salles de bain dans ces maisons-là. C'est un petit peu compliqué, mais c'est fait comme ça. Juste vous montrer, quand je vous disais qu'on achetait un 6 logements, vous ne verrez peut-être pas bien, c'est une petite photo. Mais cet immeuble-là, j'ai payé ça 50 000 $. Alors, c'est quand même assez important comme immeuble, là. Je pense que c'est bon. Fait que, mon cher, je retourne à toi. De retour, Ghislain. Hello. Donne-moi 30 secondes. J'ai perdu. J'ai presque plus de batterie. Hey, j'étais à 100%. Je suis descendu à 27 en dedans de 40 minutes. Fait que, on a une première question qui est arrivée. Un petit peu. Première question qui est arrivée. Pouvez-vous parler du marché US présentement? Ben, écoute, le marché US présentement, les États-Unis, c'est particulier. Il y a 52 États. L'avantage des États-Unis, c'est que quand ça va mal en Californie, tu peux aller investir en Illinois. Ça va mal en Illinois, tu peux aller investir au Texas. Moi, si j'avais retourné aux États-Unis, ça a l'air drôle à dire, mais je n'aurais pas retourné dans de la brique. Ça, c'est mon opinion actuellement. J'irais retourner dans l'investissement, ce qu'on appelle des titres de propriété. Au Texas, on peut acheter des titres de propriété. Donc, c'est un peu comme acheter pour taxe. Et ça donne des rendements de 25 % sur un titre de propriété. Tu achètes du papier pour 25 % de rendement. C'est quand même pas si mal. Ça s'enseigne aux États-Unis, au Texas, là, puis en Floride, c'est 18 %, mais c'est 18 % en descendant. C'est-à-dire qu'ils mettent ça aux enchères. Donc, une maison à vendre pour des taxes, il y a 2 500 $ à payer, c'est 18 % de rendement. Là, tu vas dire, moi, je donne 16 % de rendement, 15 % de rendement. Ça va jusqu'à 2 %. Donc, c'est pas... Tu sais, il faut étudier. C'est ce qu'on appelle le tax lien aux États-Unis. C'est moins dangereux que d'acheter de la brique. C'est moins compliqué. Puis ça peut être excessivement payant. Si j'avais retourné aux États-Unis, c'est pas mal ce que je ferais. Mais si on veut aller dans la brique aux États-Unis, comme j'ai dit, il faut faire le tour des États. Ça va mal là, ça va bien ici. C'est pour ça qu'on s'est promené, nous autres, entre la Floride, la Caroline, le Phoenix, l'Arizona, le Chicago. On s'est promené où ça allait mal. T'sais. Mais il faut avoir comme une boule de cristal. Quand ça va bien, là, tout le monde paye le gros prix. Pour sortir de là, c'est un peu comme à Montréal. Quand tout le monde paye le gros prix, ben les gens s'en vont un petit peu en région. On va dans d'autres territoires. Ou on est à Montréal puis on fait de la conversion. On s'est dit, bon, après le plateau, c'est Rosemont. Puis Rosemont, c'est-tu Verdun? C'est-tu Verdun? C'est-tu La Salle? C'est-tu bon? C'est un peu ça. Mais les États-Unis, c'est 52 États. Ça te permet d'avoir du choix. Sauf qu'il faut que tu penses, comme j'ai dit tantôt, si tu commences à t'installer dans un État, ben tu commences à te déménager partout, c'est bien des rapports d'impôts. Fait que la Floride, oui. Des maisons, probablement, parce que c'est un outil qui va bien se louer.
L'avantage de la maison, c'est qu'avec la COVID, une maison, c'est une famille, puis ça s'installe, puis ça va. Ça se revend bien aussi. Mais on ne sait pas ce qui va se passer au niveau du financement. Là. Ça risque d'être un. Je ne rentrerai pas là demain matin. Là. Maintenant, je donnerai une couple de mois avant de retourner aux États-Unis. Moi, j'avais actuellement, mes 3 maisons étaient en offre d'achat. Les 3 ont tombé. Financement, financement FHA. FHA ne fait plus de financement actuellement. Donc, ils ont débarqué du duplex que j'avais. Mon 6 était en offre d'achat depuis le 31 janvier. On est tombé. On devait notarier le vendredi avant que ça tombe. Là, la banque n'a pas sorti le financement quand ils ont annoncé qu'ils fermaient les États-Unis. T'sais. Donc, on va attendre un petit peu. T'sais. Et là, ben, il est arrivé ce qui est arrivé. J'ai un locataire qui est parti parce qu'il a perdu sa job. Il est parti. Il y en a un que j'ai mis dehors. Fait que là, la banque a dit, là, on va avoir les emplois de chacun des locataires. On va savoir s'ils ont payé. On va savoir. Donc, ils ont commencé à sortir la liste d'emplettes. Je dis, ça va tomber. ça a tombé vendredi passé. Là, ils ont débarqué du deal. T'sais. Fait que là, on verra, tu sais, je veux dire. Fait que là, le marché, là, j'ai des affaires à vendre actuellement à des bons prix. Moi, je constate que c'est des bons prix. Puis ça bouge, j'ai des visites, mais le financement va être problématique. Les institutions financières ne prêtent pas et la FHA ne finance pas actuellement. Okay. Donc, comme je dis, prenez un break, là, étudiez le marché, allez voir, sortir les cartes de gang. C'est en Floride, peut-être un petit peu moins, tu sais, mais... pour ceux-là qui sont dans le programme de coaching double, Daniel est coach chez MoFacil. Fait que si vous avez des heures, n'oubliez pas qu'il y a 8 heures de coaching individuel, ben vous pouvez prendre des heures avec Daniel. C'est notre spécialiste des États-Unis. C'est une de ses spécialités que les gens vont le voir pour ça. On a Christian qui nous raconte une histoire avec une de ses maisons qui est à Pittsburgh. Il a fallu payer pour refaire le trottoir de la ville en face de la maison pour ne pas avoir un risque de poursuite car il était brisé. J'ai la même chose à Chicago. En fait, dans les villes n'ont pas d'argent. Okay? Ils te donnent des amendes pour n'importe quoi. Okay? Checkez bien celle-là. Fait que là, on est à Chicago. J'étais en train de rénover une bâtisse, le sur Harry Maryland, là, mon 6 logements. Puis là, je reçois un avis de cour. OK. À Montréal, j'ai reçu une lettre de cours. En mars 2013, là, peu importe la date, il y avait un sac de poubelle qui traînait sur mon terrain en avant. Écoute, la maison est vide. Okay? C'est barricadé, là, c'est vide. Puis il y a une clôture, parce que là-bas, il y a des clôtures partout. Là. Tout est clôturé. T'sais. Mais sur mon terrain, l'autre bord de la clôture, il y a un sac vert. Okay? Il y a une photo du sac vert. J'ai 300$ d'amende pour mon sac de poubelle sur mon terrain. Ben, voyons donc. Non, tu vois, regarde, là, Puis là, j'appelle mon avocat. Il dit, écoute, Daniel, je peux aller te représenter. Ça va te coûter 350$ de déplacement, puis d'aller dire que c'est vide, puis c'est pas ton problème, tu sais. Mais, il dit, si je me présente pas, c'est 300$ de plus, puis c'est éclairé. Donc, c'est 600$. Fait que le sac de poubelle, c'est le terrain qui traînait en avant, m'a coûté 600$. Et tabarouette! Là, je me suis demandé si c'était pas l'inspecteur de la ville qui a le sac de poubelle dans son char, puis qui a besoin de faire son quota pour la semaine, puis qui dompe des sacs de poubelle, puis qui prend des photos, tu sais. C'était pas là, tu sais. Fait que j'ai pas eu, mais j'avais un moment donné le gazon Sodo, c'est 300$ d'amende. Quand ton gazon dépasse 6 pouces, c'est 300$ d'amende, OK? Tu nettoies pas la neige sur ton trottoir, parce que dans Chicago, tu es responsable de la neige sur le trottoir public. Ben voyons donc! Si tu nettoies pas le trottoir, puis s'il y a de la glace, puis tu mets pas de sel, c'est 300$ d'amende. C'est un arrière de l'autre comme ça. Là, c'est infernal. Les amendes que tu peux aller chercher pour n'importe quoi. C'est ça que je te dis, le trottoir il était brisé. Fait que quand on a commencé à rénover, ça a été une des premières affaires qu'on a faites. Je me suis fait voler ma clôture. La clôture. Était-tu bétonnée, la clôture? Elle était coulée, toute en acier, 6 pieds avec les piquettes, tout le kit. Je me suis fait voler la clôture en avant de la maison. Ils sont venus, écoute, il faut la couper, là, c'est en acier, là, tu sais. Ils l'ont rasé au complet, ils sont partis avec 3000 remplacer ma clôture, tu sais. Ouais, mais t'es dans Chicago, là, t'es pas dans Floride, là. Allez en Floride. On a Carl-Éric qui te demande, c'était quoi la marge de profit pour les flips et est-ce que c'était plus ou moins compliqué qu'au Québec? C'est pas très compliqué faire des flips aux États-Unis parce que, bon, à partir il y a beaucoup d'illégalité, on le sait, là, tu sais.
Fait que les contracteurs là-bas, ils sont assez lousses en général. Puis, tu sais, si tu ne tombes pas dans du commercial où tu as besoin d'avoir un contracteur certifié par la ville, parce qu'à la ville, à Chicago, si tu faisais quelque chose de commercial, donc les multilogements, on parle de CC+, il fallait que le contracteur soit autorisé à la ville. Donc, ils ont des assurances jusqu'à 1 million, 5 millions, 50 millions, tu sais. Fait qu'il faut être dans cette braquette-là. Là, tu choisis ton contracteur dans ton coin, puis il faut qu'il soit autorisé par la ville, tu sais. Fait que c'est un peu plus compliqué. Mais pour les flips, je te dirais, faut faire attention, là, mais des petits Joe connaissants qui ont des outils puis qui peuvent travailler, ben tu regardes, moi j'avais des Mexicains, j'avais tout de monde qui travaillait pour mes flips, tu sais. Des fois, ça amène des problèmes, tu sais, c'est parce que quand justement sur Maryland, le gars qui était là, tu envoies de l'argent, puis tu sais, ils sont bons avec le marteau, mais ils sont pas bons avec les chiffres, tu sais. Fait que les gars, le problème qu'ils ont aux États-Unis, c'est un peu des fois comme ça peut arriver au Québec, là, tu sais, c'est qu'ils font un projet, puis là, ils cherchent le prochain, tu sais. Fait que là, ils font un projet avec toi, puis là, il y a un autre gars qui l'appelle faire un projet. Fait que là, la gang s'en va travailler sur l'autre maison, mais là, il n'y a personne qui travaille sur ta maison, mais tu n'es pas là, tu sais. Fait qu'il n'y a personne sur ta maison pendant une semaine ou deux, mais tu ne le sais pas parce que tu n'es pas là, tu sais. Fait que là, à un moment donné, oups, là, les gars reviennent, puis là, il n'y a pas d'argent pour les payer cette semaine-là parce que d'autres projets, il n'y a plus d'argent pour acheter les travaux, puis en tout cas, tu vois le genre, là, tu sais. Fait que là, le gars qui ne s'est pas payé, il a pris un gallon de peinture noire, puis il me l'a soigné partout sur mon plancher de bois franc, tu sais. Ah non! Mais ça, moi, je ne l'ai pas su parce que je ne suis pas là. Je l'ai su après. Fait qu'il a fini par le payer, puis on a fini par faire le ménage parce que quand j'allais visiter, il y avait des lignes noires partout dans mon plancher. C'est pour ça qu'on l'a teint chocolat. C'est pour faire disparaître le noir éventuellement. T'sais. Fait que ça, c'est des histoires de même. T'sais. Fait que des contracteurs, oui, tu en as. C'est pas trop compliqué. Les profits peuvent être excellents. À partir du moment où tu n'as pas à refaire un projet, qui m'est arrivé, une contractrice qui commence avec moi, pas parce que c'est une femme, mais elle commence avec moi. Puis là, je lui envoyais un petit peu d'argent, ben, 17 000 à la fois. J'avais trois versements à faire. T'sais. Là, j'envoie le dernier 17 000 pour comme, finir le projet, entre guillemets. T'sais. Le lendemain, elle m'envoie un courriel, elle dit « J'ai plus d'argent. » Je viens de t'envoyer 17 000 $, j'ai plus d'argent. T'sais. Fait que là, je fais quoi? Là, j'appelle 2-3 contracteurs pour finir la job. Personne ne voulait finir la job. Ils ont tous dit « On détruit tout, puis on recommence. » Hey. Et on a eu bien raison de tout détruire et de recommencer parce que dans le sous-sol où il y avait la salle de bain, comme je dit tantôt, il faut faire des salles de bain sur chacun des étages, elle avait mis dans le sous-sol, enterré, du PVC pour faire la plomberie, tout le drain d'égout. Ce qui est interdit là-bas, ça prend de la cope, pas de la cope, là, mais de la fonte. Ça prend de la fonte partout. Il a fallu casser tout le plancher du sous-sol pour refaire la salle de bain, toute la tuyauterie de salle de bain au complet. La douche, elle m'avait posé la cope contre le mur de briques, pas d'isolant. T'as beau être à Chicago, quand il fait fret, il fait fret. Oui, mais là, Daniel, là, fais pas peur au monde, là, tu fais juste. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention. Donne-nous donc des profits que tu as faits. Donne-nous donc des profits que tu as faits sur certains deals pour encourager les gens à investir aux US. Bien, aux US, je te dirais, dans le flip, il y a de l'argent à faire. Mais il faut que tu montes ton équipe. Puis quand ton équipe est montée et est rodée, ça va bien. Okay. Il faut que tu trouves un. Tu sais, les flips, là, nous autres, on payait, mettons, on va dire 50 000 une maison, on mettait 50 000, puis on vendait 165 000. Fait que faites le calcul, on faisait, tu sais, entre 35 et 65 de profit par maison. C'est des projets qui. Le flip, là, il faut que tu le tournes le plus rapidement possible. T'sais. Puis comme là-bas, c'est ton argent en plus, parce que c'est difficile à financer. Les prêteurs privés, c'est du 25 % là-bas. Hein? Fait que c'est pas du 12 comme ici. T'sais. Parce que tu es Canadien, parce que c'est parce que tout ça. Sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? Akram demande une question. Sais-tu qu'est-ce qui est arrivé avec le marché immobilier là-bas aux États-Unis? Je ne l'ai pas trop suivi de mon côté. Ça a pas, on ne sait pas encore ce qui va arriver. Écoute, on ne sait pas. Comme j'ai dit, là, moi, je donnerais 3 à 6 mois avant de commencer. Je prendrais le temps de bien l'étudier. OK? Puis dans quel coin vous voulez aller? Mettons que vous voulez aller dans le coin de Fort Lauderdale, Allendale. Bon, tu sais, on va être en Floride, là, parce que bon, les baby boomers, les snowbirds, tout ça. On s'est dit peut-être que ça peut être une maison qu'on va louer des snowbirds, puis le reste de l'année, ça peut être. Bon. Là-bas, les Américains marchent beaucoup sur des baux au mois. Essaie de faire signer un bail à l'année, ils ne sont pas friands de ça. C'est un bail au mois. Parce que les Américains voyagent énormément aux États-Unis, là, je parle. T'sais. Ils suivent l'emploi. T'sais. Moi, je parlais à des Américains, puis on disait « Ah oui, j'étais en Californie, en Texas, and then I got to pass. » Ils suivent la job. Je veux dire, à un moment donné, c'était plus de pétrole au Nord Dakota, ils sont tous ramassés là. Tu avais des jobs à
25$ pour flipper des burgers. Ils sont ramassés là. C'était vraiment ça. Là. Écoute, on a investi dans les puits de pétrole, entre une autre histoire, là. On a investi dans les puits de pétrole au Nord Dakota. Fait que je peux te dire comment ça coûtait flipper un burger là-bas. Les gars, ils couchaient dans le char pour avoir des. Il y avait des jobs à 25$ de l'heure pour faire rien à peu près. Là, fait que le monde, puis quand ça a planté, le baril de pétrole, ben là, les mondes sont en allés ailleurs. C'était un peu le sud de Chicago, c'est le même principe. À Chicago, il y avait au sud où on est actuellement, il y avait l'American Steel Company qui était là, qui engageait 30 000 personnes. C'était énorme. C'était énorme, OK? Puis quand ça a fermé en 95 ou 93, au début des années 90, je pense, tous ces gens-là sont partis ailleurs. T'sais. Et c'est là que la population noire de Chicago s'est ramassée là parce qu'il n'y avait personne. Fait que là, les maisons, ça ne coûtait rien. Les gens achetaient des maisons pour rien. T'sais. Fait que là, c'est pour ça que le South Shore de Chicago est devenu ce qu'il est actuellement. T'sais. Parce que quand ça a fermé, il n'y a plus d'emploi, ben, tous les employés, ben, tout parti. Là, ça s'est vidé. Fait que là, les gens avaient besoin de locataires, avaient besoin de place. Là, les gangs se sont installés. Puis bon, là, c'était le bordel. T'sais. Mais c'est des mouvements de population importants aux États-Unis. Il n'y a pas d'emploi là, tu t'en vas dans un autre État, tu t'en vas là. Les États-Unis voyagent, ils n'ont pas d'attache, vraiment. Est-ce que Carl-Éric demande c'est quoi les frais de courtier immobilier par là-bas et est-ce que des genres de taxes de bienvenue qui est là aussi? On n'a pas de taxes de bienvenue. C'est une bonne affaire. Okay. On a des frais, par contre. Un closing aux États-Unis, là, c'est un 3 à 4 de frais. C'est quand même assez important. C'est de 2 000 à 3 000 pour closer aux États-Unis parce que, bon, un closing aux États-Unis, ça commence à 9 h le matin, mais tu ne sais pas quand ça va finir. Pourquoi? C'est que les compagnies, les banques t'envoient le financement la veille. Okay. L'avocat. Tu ne l'as pas lu. Là. Tu sais, ici au Québec, une semaine avant, tu vas chez le notaire, tu vas voir, tu vas lire les bébés, les certificats, tout ça. Là-bas, là, tu arrives chez l'avocat, ça commence là. Tu vérifies les papiers, les baux, tu commences là. Tu sais. Ça peut aller jusqu'à 3 h de l'après-midi. Là. Pendant 9 h le matin, ça finit à 3 h l'après-midi. Tu sais. Fait que, tu sais, à 150, 200$ de l'heure, les gars, ils prennent le temps. Hein. Fait qu'ils lisent tous les documents. Tu sais. Puis là, la banque a décidé qu'elle te changeait ton taux d'intérêt aujourd'hui. Mais la veille, c'était 2,75, mettons, puis c'est rendu 2,85. Là, tu sais. Puis là, il t'envoie ça au compte-goutte. Puis l'avocat, ça marche, tu signes ça, t'envoies ça, il t'envoie un autre fax, puis un autre morceau de ta banque. Écoute, c'est bordélique pour l'acheter, mais ça marche de même. Fait que, il faut faire. Il n'y a pas de taxe de bienvenue, mais comme j'ai dit tantôt, il y a des taxes, puis prenez-les. De toute façon, tu es obligé. Les assurances titres assez importantes, mais ça te protège pour les avoir utilisées plusieurs fois. Ça vous protège de bien des affaires. On a Daniel qui dit, Daniel Baudry, la location 3 mois d'avance et après 1 semaine de retard, tu peux expulser en Floride. C'est le brio qui a le gros bout du bâton en Floride. En Floride, c'est le gros bout du bâton. À Chicago, c'est le shérif qui fait les expulsations. Le problème du shérif à Chicago, c'est qu'il est élu par la population. OK. Qu'est-ce que ça veut dire, tu penses? Dans une population est à 85% locataire dans le sud de Chicago. Ça veut dire que le shérif, là, il est pas mal slow pour faire des évictions. T'sais. Fait que quand tu veux évincer quelqu'un, tu sais, aux États-Unis, là, quand ils comprennent le système, là, c'est ça qui est plate là, à Chicago, c'est qu'il n'y a pas de régie du logement, mais il y a une régie municipale, on va l'appeler comme ça. OK? Fait que les locataires, ils rentrent, ils payent le premier mois parce que c'est un dépôt, ils n'ont pas le choix. T'sais. Puis là, après ça, ils ne payent plus. OK. Surtout à l'automne. Quand tu arrives en septembre, octobre, là, ils arrivent là. Ils ne payent plus. Fait que là, 1 mois, 2 mois, là, tu envoies ton avis de 5 jours, de 10 jours, de 30 jours, tout ça. Là, tu arrives en hiver. En hiver, il n'y a pas d'expulsion. Alors, janvier, février, mars, ils ne sortent pas les locataires. Fait que là, tu arrives au mois d'avril pour sortir ton locataire. Fait que le shérif commence à. Un gars qui n'a pas payé depuis septembre va sortir peut-être au mois d'avril. T'sais. Ça, c'est le problème de l'Illinois. OK? Bon. Tu vas au Texas, parce que j'étais au Texas, on était là, à Phoenix, peu importe. Les gars ont des 38 à ceinture. OK? Quand tu es arrivé à l'aéroport, le gars, il dit, moi, je suis Joe, I'm the gestionnaire, tu sais, le manager. Le gars, il a un 38 à ceinture. Petit Canadien qui arrive à Phoenix, là, puis le gars, tu reçois qu'il a un gun. Tu sais pas trop comment le prendre, tu sais. Il dit, c'est moi le manager, tu sais. C'est cool, tu sais. Fait que le gars, il a un 38. Fait que quand les gars, ils payent pas aux États-Unis, tu veux sortir les pieds en avant ou tu veux la tête en avant? C'est comme. C'est pas sérieux. Non, au Texas, puis c'est le même. C'est les gestionnaires qui gèrent les avec le gun. Comme ça. Tabarouette. Fait que, en général, là, ça se règle assez rapidement, tu sais. Ils savent, tu sais, je veux dire.
c'est particulier. Tu sais, fait que... Hey, il nous reste quelques minutes, Daniel. Si tu avais un conseil pour les gens qui veulent investir aux États-Unis, est-ce que tu es fait commencer, mettons, après le COVID, là, est-ce que tu es fait commencer avec du flip ou tu es fait commencer avec du multi? Ben, le flip, si on veut faire un peu d'argent, puis comprendre la mécanique aussi, puis le problème du multi, comme je dis, ça dépend des États dans lesquels on va, mais si ça va bien, en Floride, ça va bien sur les locataires, fait que ça, c'est pas si mal. T'sais. Les investissements peuvent être intéressants. T'sais. Il faut étudier les marchés. Il y a énormément d'informations gratuites aux États-Unis, realtor.ca, bon, il y a tellement de sites sur lesquels vous pouvez devenir fou aux États-Unis avec les statistiques, mais ça vaut la peine de regarder. Ça peut être le multi, ça peut être, comme j'ai dit tantôt, si vous avez quelqu'un que vous connaissez avec qui reste aux États-Unis, avec qui vous pouvez investir, c'est vraiment la porte d'entrée pour les États-Unis. T'sais. Ça va être vraiment beaucoup plus facile. T'sais. Sinon, ça prend beaucoup de cash, puis ça prend beaucoup de patience. Excellent. On a Daniel Baudry qui dit en Floride, il y a une blacklist des mauvais locataires et personne ne veut se retrouver sur cette liste, donc pas de problème à se faire payer. On a une blacklist à Chicago aussi. OK. Tu sais, il y en a toujours qui trouvent une façon de ne pas être sur la blacklist ou de. Pour aller sur la blacklist, il faut que tu les emmènes jusqu'au juge. T'sais. Puis là, c'est 800$ de frais pour les emmener devant le juge. Puis à un moment donné, quand ils ont sorti et ont vidé la maison, ben, tu arrêtes tes frais parce que déjà, tu as perdu une couple de mois de loyer. T'sais. Fait que le 800$ d'extra pour le mettre sur la blacklist, ben, il est sur ta blacklist, mais il n'est pas sur. Fait que les gens, là, si on moyen de ça. Tu sais, un Américain, là, s'il peut te voler une scène, là, il va le faire. C'est ça, c'est juste la mentalité que j'ai. Hey, un gros merci. Merci. Si vous avez aimé l'entrevue, allez-y vers le pouce, vers le haut. Et plein de cœur à Daniel. Beaucoup de commentaires qui sont rentrés ce matin, Daniel. Ça a été très intéressant. Moi-même, j'ai appris plein de choses. J'ai jamais investi aux États-Unis dans du multi ou du flip de la façon que tu le fais là. Velouse qui nous dit bon, merci Daniel. Carl-Éric qui dit tellement intéressant. Merci Daniel. Fait que manquez pas pour les gens qui ont de l'intérêt avec le coaching double. On part une nouvelle cohorte le 19 juin qui va se terminer avant le 30 septembre. Et le but, c'est de pouvoir le financer avec le PACME, P-A-C-M-E, qui est la formation pour le gouvernement, par le gouvernement pour la COVID. Il y a certains critères à respecter. Appelez au bureau, faites le post-4. Si vous avez de l'intérêt à partir le 19 juin, une belle cohorte de coaching. C'est sûr que c'est virtuel parce qu'on ne peut pas faire aucune rencontre en groupe, mais on va être là. Daniel va être là pour vous coacher. Et si vous avez de l'intérêt après le COVID à embarquer aux États-Unis, bon, au moins vous aurez suivi la formation et Daniel aura pu vous aider. Fait que Linda qui dit merci, vraiment intéressant. Maxime, vraiment intéressant. Hey, cliquez donc sur partager sur vos pages à vous, c'est que ça va donner un aperçu de l'entrevue à plus de personnes. Yves qui dit merci beaucoup. Nick aussi. Merci Daniel. Toujours intéressant. Tu as tout le temps plein d'histoires. Il y en avait une ou deux que tu savais. J'en pourrais écrire quelques volumes. Oui, mais il va falloir que le prochain livre, on l'écrive sur Daniel, Adam et ses histoires et ses anecdotes. Ton 9e ou ton 10e livre, on fera un co-auteur. Tu sais. Oui, c'est ça, excellent. Hey, un gros merci, Daniel. Merci à vous tous. Merci d'être là chaque matin. Demain matin, témoignage d'un flippeux au Québec avec Jean-Sébastien Ouellette. Merci à la gang. Merci. Ciao.